Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je suis un peu déçu. Ça ne sera pas un show comme ce que vous avez vu tantôt. Je suis impressionné. Prochain TED Talk, là, je vais me forcer, promis. Bon, là, je voudrais faire aussi ma reconnaissance des peuples qui vivent ici. On a dit qu'on était à Tiohtià:ke, je m'enfarge tout le temps là-dedans, Montréal, mais aussi on est dans le territoire de la nation Kanien'kehá:ka. Donc, territoire non cédé, et je le reconnais et je pense que c'est très important. Donc, en fait, la décroissance dans le système de santé, utopie ou nécessité, je vais essayer de vous convaincre que c'est une nécessité. En commençant, un petit mot. Vous connaissez peut-être Matthew Chapman. C'est un grand ami qui est décédé récemment du cœur. Matthew est un visionnaire, un type pour qui l'environnement était très important. Matthew a acheté une île avec sa conjointe et des amis il y a quelques années, une île en face de Boucherville, et cette île-là devait être, c'est une île qui va demeurer pour tous les OBNL, tous les gens qui s'occupent de l'environnement, vont pouvoir se rencontrer là jusqu'en 2042, où l'île va être rétrocédée aux Premières Nations. Alors, hommage. Alors, conflit d'intérêt aucun. Je suis vice-président de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, président du comité environnement de l'Association des médecins d'urgence du Québec et du comité santé durable de médecins francophones du Canada. On va parler de quoi? De l'impact de la crise climatique sur la santé humaine assez rapidement, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs impacts dès maintenant qu'on voit dans nos urgences, de l'empreinte écologique et carbone du système de santé et comment faire mieux à la fois pour la santé et pour l'environnement. Je vous laisse lire ceci du directeur de l'OMS. Donc, places of healing should be leading the way, not contributing to the burden of disease. C'est ce qu'on tente de faire. C'est quoi la crise climatique? C'est 250 000 décès par année dès maintenant et de plus en plus chaque année. C'est quoi aussi? C'est des gens très vulnérables, particulièrement vulnérables. C'est la carte de vulnérabilité, dans le fond, d'OMS. Les petits-enfants, les femmes enceintes, particulièrement, les gens plus âgés qui ont des problèmes de santé. Les gens qui vivent dans des milieux socio-économiques difficiles et évidemment les travailleurs et travailleuses de l'extérieur. Alors, vous le savez, les îlots de chaleur urbains, c'est des zones très minéralisées. Évidemment, à Montréal, on est chanceux. Nous, on n'est en ce moment pas dans un îlot de chaleur, mais la température ambiante l'été est de 10 à 15, voire 20 degrés Celsius dans les endroits minéralisés. La nuit, elle est très élevée aussi. C'est les endroits où il y a plus de morbidité, de mortalité, ce qu'on voit dans nos urgences de plus en plus l'été. Les vagues de chaleur, actuellement, vous le savez, c'est 2-3 jours. Si on suit le pire scénario du GIEC, ce fameux scénario 8.5, les vagues de chaleur vont être de 7 voire 8 jours dans le sud du Québec et du Canada à l'horizon 2080. Alors, évidemment, la mortalité va augmenter en conséquence. Les impacts de la crise climatique et de la pollution sur la santé, quelques exemples, c'est seulement quelques exemples pour vous montrer à quel point ça nous touche dès maintenant. Je vais aller vite dans cette partie-là. Au niveau cardiaque, on voit plus d'infarctus, on voit plus de gens qui ont des problèmes d'arythmie, plus de décès pendant les vagues de chaleur. Au niveau pulmonaire, la combinaison de la crise climatique et de la pollution amène plus d'hospitalisation pour des pneumonies, des problèmes d'emphysème, des problèmes d'asthme, plus d'asthme en particulier chez les enfants. Au niveau rénal, on a de plus en plus de patients qui arrivent déshydratés avec ce qu'on appelle des coliques néphrétiques, des pierres aux reins, de l'insuffisance rénale, des nouvelles maladies à cause de la chaleur qui ne sont pas encore très, très bien caractérisées, beaucoup plus de décompensation chez les diabétiques, plus d'AVC, plus donc d'accidents vasculaires cérébraux, plus de décompensation chez des gens qui ont des problèmes de Parkinson, de sclérose en plaques ou autres. Et maladies infectieuses, on parle beaucoup de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est la pointe d'iceberg. Il y a ce qu'on appelle des arboviroses qui viennent du sud et qui montent lentement. Maladie de Chagas, la maladie de dengue, la malaria qui monte lentement. Donc, dans le futur, dans quelques décennies, quelques siècles, évidemment, ça va être des choses qu'on va voir de plus en plus ici. Il ne faut pas oublier la santé mentale. On parle beaucoup d'éco-anxiété. On parle moins de solastalgie. Ah, vous apprenez un beau mot peut-être. Hein? La solastalgie, c'est la perte de lieux significatifs pour nous parce que l'environnement est détruit. Plus de décompensation chez les gens qui souffrent de schizophrénie, plus de problèmes de violence, plus de problèmes d'abus de substances, plus de décès. En pédiatrie, les petits-enfants sont particulièrement sensibles aux vagues de chaleur. Chez les enfants, plus d'asthme, plus de problèmes allergiques. Vous voyez, et il n'y a pas trop de graphiques compliqués, mais c'est une étude qui a été faite au Rhode Island qui vous montre bien ceci. Alors, je ne me rappelle jamais le pointeur, mais peu importe.
En haut à gauche, cardiovascular admission. Fait que vous voyez la température. Plus la température est élevée, plus les admissions pour un problème cardiovasculaire augmentent. En bas à gauche, les problèmes rénaux. Plus la température est élevée, plus les admissions augmentent. Problèmes respiratoires, insuffisance rénale et les décès. Alors, c'est ce à quoi on assiste dans les vagues de chaleur, dans les périodes de chaleur importantes, plus de problèmes de santé, plus de visites dans nos urgences et plus de décès. Est-ce qu'on peut repenser la santé et le système de santé de façon complètement différente? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un modèle américain hospitalo-centriste qui coûte extrêmement cher avec des résultats qui sont très mitigés? On va réfléchir à ça. Bon, on connaît les questions d'empreinte écologique. L'empreinte écologique du système de santé est particulièrement complexe et en fait, en ce moment, on estime qu'au Canada, à peu près 5 des GES viennent du système de santé. Et si on regroupait tous les systèmes de santé dans le monde et on en faisait un pays, bien, ça serait le 5e pays émetteur de GES. Il y a un problème ici. Regardez les émissions de GES au Canada. On compare juste l'industrie aérienne avec la santé. Le total de GES émis par l'industrie aérienne est de l'ordre de quoi? Ça donne 18 millions de tonnes versus le système de santé, plus de 30 millions de tonnes. On condamne beaucoup l'industrie aérienne. Je pense qu'on a quelque chose à faire aussi au niveau du système de santé. Un hôpital, un système de santé, c'est complexe. On génère énormément de matières résiduelles extrêmement difficiles à métaboliser. Et c'est juste un tableau de ce qu'on a dans nos types de poubelles dans les hôpitaux. Je peux vous dire que ce n'est pas facile à gérer et on commence à peine à réfléchir à ces choses-là de bonne façon. Si vous pensez que vous n'êtes pas très atteint par la gestion des déchets des hôpitaux, bien ça, c'est notre beau Saint-Laurent, là. Puis à gauche, vous avez une centaine d'échantillons d'eau et regardez ce qu'on y trouve: bisphénol A, cholestérol, coprostanol, caféine, ibuprofène, triclosan, naproxen, estrade, acide salicylique et compagnie. Donc, beaucoup des médicaments qu'on utilise et surutilise se retrouvent dans notre fleuve. On a parlé tantôt des EPI. C'est une catastrophe, essayer de gérer correctement les EPI. Beaucoup de pays dont les gants ont été utilisés sans aucune étude qui a été faite pour démontrer effectivement qu'ils avaient une importance. Et juste en 2020, donc 3,4 milliards de masques par jour et des gants à peu près 30 à 40 milliards. Il faut gérer ces déchets-là maintenant. Alors, comment on peut faire mieux? Il y a un concept qui s'appelle la santé planétaire qui existe depuis une bonne dizaine d'années, qui est parti surtout dans les milieux anglo-saxons et qu'on a mis sur pied à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, on a mis sur pied un groupe crise climatique et santé planétaire et on essaie de montrer autant à nos étudiants et étudiantes qu'aux résidents et en éducation médicale continue, on essaie de changer un peu la philosophie et la pensée. Et je vous montre un peu ce que l'Angleterre a fait. L'Angleterre, le NHS, c'est un pionnier mondial. En Angleterre, et c'est venu du ministère même, ils ont dit le système de santé va être carboneutre en 2040, un point à la ligne. Vous êtes obligés, vous allez faire ça, ça va fonctionner. Et ils ont fait un mapping complet, c'est un peu flou, je pense, mais désolé, un mapping complet de leurs émissions de GES. Et ils ont fait ce qu'on fait tout le temps, un scope 3. Donc, on regarde les émissions de GES partout. Donc, les gaz anesthésiques, le transport, etc., etc. Et une fois qu'on peut mesurer ça, on va mesurer un peu comment on avance et comment on diminue nos GES. Et en fait, ils se sont posés les questions fondamentales. Est-ce qu'on peut diminuer la demande de services de santé? Est-ce qu'on peut avoir une meilleure adéquation entre la demande et la fourniture? Et est-ce qu'on peut diminuer carrément nos émissions de carbone? Alors là, les gens se sont dit, attention, là, vous allez avoir une médecine à rabais. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un pays développé. On arrive à faire, on a un haut niveau de santé. Si on diminue nos émissions de carbone, où est-ce qu'on s'en va? Bien, où est-ce qu'on s'en va? Comparons différents systèmes de santé dans le monde et regardons, par exemple, les États-Unis et la France. Alors, à droite, vous avez ici les émissions per capita de GES dans le système de santé et vous avez l'espérance de vie en santé. Alors, le pire, les États-Unis, on n'est pas loin de ça, avec des émissions per capita énormes, des investissements énormes pour une espérance de vie entre 65 et 70 ans. Regardez la France en haut à gauche, à peu près même niveau de vie, avec des émissions de GES per capita dans le système de santé nettement moindres, le tiers peut-être, et une espérance de vie de 10 ans de plus. Ça, ce que ça veut dire qu'il y a une philosophie à changer, il y a une façon de faire à changer, et notre modèle hospitalo-centriste n'est peut-être pas le bon modèle, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Alors, au Québec, on a mis sur pied en 2021 le Réseau d'action en santé durable du Québec. Ce Réseau d'action en santé durable du Québec est un grand regroupement
d'universités, d'hôpitaux, de groupes professionnels. Et ce qu'on essaie de faire avec ce regroupement-là, c'est de pousser notre réseau, notre système de santé à accélérer, à mettre la pédale d'accélérateur, si on peut dire, sur un virage vert dans le système de santé. Tantôt, on en a parlé, à la base, c'est qui? C'est des gens. C'est une dizaine de personnes extrêmement engagées dans leur milieu, qui sont des médecins, des pharmaciens, des pharmaciennes, travailleurs sociaux, travailleuses sociales, ergothérapeutes, qui se sont dit, on va changer les choses à la base. Et on a mis sur pied une communauté de pratique, qui est la communauté de pratique des éco-CMDP. Les CMDP, c'est les conseils des médecins, dentistes et pharmaciens des hôpitaux. Et on s'est tous mis ensemble, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire chacune dans notre milieu pour changer des façons de faire à plein de niveaux, partager l'information et essayer de faire changer des choses finalement au niveau de la province au complet. Il y a énormément de choses à faire. Déprescrire, on prescrit beaucoup trop de médicaments pour rien. Changer certains médicaments qui sont extrêmement délétères pour l'environnement. Éviter des produits délétères. Simplement, dans les sacs de soluté standard, il y a du DEHP qui est un perturbateur endocrinien qui est délétère pour votre santé. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous en avez peut-être souffert. Et pensez un peu à tout ce qu'on peut faire pour diminuer les GES et améliorer la santé. Et je vous montre ici un exemple de la Cité de la santé à Laval, le CSSS de Laval, qui a fait un Scope 3 exactement comme au NHS. Et ici, vous avez l'empreinte carbone des émissions de GES. Regardez simplement les déplacements, la ligne mauve. Regardez juste les médicaments. OK? Ça, c'est en termes d'émissions de carbone. Donc, c'est ça qu'il faut faire, un Scope 3. Et maintenant, je pense que ça va être fait à la grandeur du Québec avant longtemps. Donc, mais ils étaient les pionniers. Alors, comment on peut faire mieux? En fait, je pense que la décroissance, c'est ce vers quoi il faut aller. On fait énormément de travail, soit en investigation ou en traitement inutile dans le système de santé, soit parce que les médecins sont responsables de la surconsommation, surutilisation d'investigation et de traitement, soit parce que la population le demande et souvent à tort. Alors, il faut se préoccuper des risques associés à nos traitements. Il y a une philosophie mondiale qui est la philosophie, la campagne Choisir avec soin qu'on épouse. Et dans cette campagne-là, on estime que jusqu'à 30 des examens, traitements, interventions au Canada sont potentiellement inutiles et beaucoup sont nuisibles. En fait, la campagne Choisir avec soin, je vous lis la phrase, prône la réduction des examens et des traitements inutiles en santé en encourageant la discussion, la décision partagée basée sur des données probantes. Diminuer les imageries inutiles, ça a une empreinte carbone énorme. Et je peux vous dire que s'il y en a ici qui veulent avoir des scans pour différentes pathologies, le scan, en fait, le rayonnement ionisant peut induire des cancers. Et il y a certaines études en ce moment qui croient que dans 10 ans, 20 ans, 5 des cancers vont être secondaires à la surutilisation des CT scans. C'est à réfléchir. Les inhalateurs avec HFA, les pompes de Ventolin, bien, une seule pompe de Ventolin, c'est équivalent à 300 km en GES d'une auto standard. Alors, évidemment, tout ce qui est pompe avec des HFA, ce fameux gaz-là, je l'ai peut-être passé trop vite, bien, c'est des choses qu'il faut bannir et il faut changer nos façons de pratiquer. Et ensuite, dans les exemples, réfléchir vraiment à ce qu'on veut comme type de vie, comme qualité de vie. Et vous avez ici les investissements publics québécois en santé et services sociaux par groupe d'âge. C'est quelque chose qui est bien connu. Regardez les investissements massifs pour des gens qui ont au-dessus de 80 ans. Et je me sens particulièrement à l'aise de parler de ces gens-là parce que j'approche lentement de ce groupe-là. Il faut vraiment, puis on le fait de plus en plus, mais discuter avec les patients, à savoir qu'est-ce qu'ils comprennent de leur maladie, jusqu'où ils veulent aller et jusqu'où ils veulent aller avec une qualité de vie acceptable. Et c'est des discussions, évidemment, qu'on n'avait pas il y a 30 ans quand j'ai commencé, mais qu'il faut avoir maintenant. Et ce beau mouvement-là, Prescrit Nature, bien, c'est un exemple d'une prescription que des médecins de famille donnent, où on dit aux gens, vous n'avez pas besoin de pilules, vous avez besoin de marcher dans le bois, dans un boisé, 3 fois par semaine. Alors, toutes les vertus thérapeutiques de la nature, je n'ai pas besoin de vous en parler. Mais je vais vous glisser un mot de quelque chose qui est très novateur et qu'on essaie de mettre sur pied de plus en plus, le care farming. C'est quoi le care farming? C'est des petites fermes qui sont créées à proximité des hôpitaux dans lesquelles travaillent les gens qui ont des problèmes de santé physique ou psychologique ou autres, et des gens, dans le fond, qui sont mieux intégrés à la société,
qui ont une meilleure alimentation parce que c'est bio. Et on a démontré que dans ces groupes-là, les gens étaient moins hospitalisés, prenaient moins de médication, avaient un plus de sens dans leur vie. Fait que il y a des choses très, très impressionnantes et c'est à très bas coût. Et vous devinez que les émissions de carbone du care farming sont très faibles. Fait que j'ai terminé. En conclusion, on sait au niveau individuel qu'il y a une urgence de changer nos façons de vivre et de consommer. Dans le système de santé, il faut changer à la fois nos façons de faire dès maintenant et notre façon de concevoir la santé et certainement assurer une meilleure présence dans la société. Si vous voulez lire plus là-dessus sur la santé dans l'Anthropocène, je vous conseille ce livre-là qui est fort intéressant, qui a été publié à Toronto il y a quelques années. J'ai dépassé probablement d'1 minute. Je vois le zéro qui est là. Fait que c'était tout.